Bonjour et bienvenue dans le Laniakea Museum. Cette semaine, on va parler de The Haunting of Bly Manor. We lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, and weep beside the tree. Alors oui, vous avez peut-être remarqué quelques changements dans le décor. Habituez-vous, ça risque d'arriver souvent. Ok, continuons. Donc je préfère vous avertir dès le début, je n'ai pas vu The Haunting of Hill House. Pourquoi? Oh putain, tu m'as fait peur. Bah, c'est Halloween, je suis dans le thème. Et du coup, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je n'ai jamais trop regardé de films, de séries, ou même joué à des jeux d'horreur. C'est pas que j'aime pas ça, c'est que ça m'a vraiment jamais attiré quoi. Bah du coup, pourquoi t'as regardé Bly Manor? Eh bien c'est parce que contrairement à l'horreur, s'il y a bien un genre que j'adore, c'est le fantastique. Oui, du genre Les Autres avec Nicole Kidman. Ou toutes les nouvelles comme Le Horla ou La Venice Deal. Ouais, c'est étonnamment vrai. Comment tu sais ça? Bah, je le sais, c'est tout, hein. Ok. Donc, pour que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, je vais quand même définir le fantastique. Une œuvre est dite fantastique si des éléments surnaturels surviennent dans un cadre réaliste. Mais contrairement au merveilleux, là, le cadre réaliste reste tout le long. Les éléments surnaturels ont une explication et surnaturelle et réaliste. Et c'est cette frontière entre le surnaturel et le naturel qui fait tout le charme du fantastique. En fait, si vous doutez, posez-vous juste la question, est-ce qu'il y a encore un doute sur l'existence du surnaturel dans cette œuvre? Si c'est le cas, on est dans du fantastique. Si ce n'est pas le cas, on est dans du merveilleux. Pourquoi on parlait de ça déjà? Eh bien parce que comme je le disais, le fantastique est un de mes genres préférés. Et il y a un livre en particulier qui avait retenu mon attention. C'est celui-là, Le Tour d'écrou d'Henry James. C'est quoi le rapport avec Bly Manor là? Tu nous racontes juste ta vie. Eh bien il se trouve que Bly Manor est l'adaptation de ce livre. Wow, c'est normal ça? Oh oh. Ok. Bon, je continue. Donc, on va enfin parler de Bly Manor, parce que c'est un peu pour ça que vous êtes là, non? Singing, oh, willow, willie, till my lover returns to me. Je vais commencer direct par les acteurs et les personnages, parce que mon dieu, j'ai des trucs à dire. Donc déjà, tous les acteurs sont excellents, mais les deux acteurs jouant les enfants sont carrément incroyables. Ils ont vraiment un talent monstre pour leur âge et ils sont vraiment terrifiants. Sinon, les personnages ont tous droit à un développement digne de ce nom, ce qui rend leur interaction vraiment sincère et on s'y attache très facilement. Ce qui est nécessaire dans ce genre d'histoire vu qu'on va être amené à avoir peur pour eux. Et à ce niveau-là, c'est très réussi. Faudrait peut-être sortir là, non? Bah pour aller où? Non, on va rester là. Et je vais finir la vidéo en attendant que les lumières reviennent. Je vais continuer crescendo avec un aspect de la série qui m'a encore plus bluffé que les personnages. C'est l'ambiance. Mon dieu, quelle ambiance. Déjà, si par malheur vous avez l'habitude de faire quelque chose en regardant une série, du genre checker vos notifs, bah déjà je vous conseille d'arrêter. Vous verrez que vous apprécierez beaucoup plus ce que vous regardez. Mais surtout, ne le faites surtout pas pour celle-là. C'est important d'abord pour l'immersion, et ensuite pour ne rien manquer, notamment dans les détails de mise en scène ou dans les décors. Parce que oui, dans cette série, je ne compte même pas le nombre de fois où on est trop heureux d'avoir trouvé une ombre dans le décor. Et c'est vraiment génial parce que ça renforce le fait que le mal peut venir de n'importe où, n'importe quand. Ça, plus le mystère qui grandit de plus en plus au fur et à mesure que la série avance, plus 2-3 jumpscares parce qu'il en faut quand même, ça rend l'atmosphère très pesante, lugubre et terrifiante. Ouais, comme aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs tu feras gaffe au fantôme qui est juste derrière toi. Je me retournerai pas, je sais très bien que c'est faux. Peut-être. Pour en finir avec la zone sans spoiler, la musique est vraiment cool, discrète mais bien présente, et l'image est incroyable, la couleur avec notamment les habits, tout est parfaitement splendide. Pour conclure, je vous conseille vraiment de voir cette série, même si vous n'êtes pas forcément familier avec l'horreur. Croyez-moi, la peur est supportable, et si vous me faites confiance là-dessus, faites-moi aussi confiance sur le fait que l'horreur n'est vraiment pas le plus important dans cette série. Et ça serait vraiment dommage de rater cette série. Donc si vous n'avez rien à voir en cette période d'Halloween, foncez. Et une fois que c'est fait, revenez sur cette vidéo pour voir la partie spoiler qui commence maintenant. Donc à la semaine prochaine pour ceux qui partent, et pour ceux qui ont déjà vu la série, c'est parti pour une analyse plus en détail. Singing, oh, willow, willie, till my lover returns to me. Il fait encore plus sombre là, non? Donc je vais commencer par aborder le sujet de l'adaptation. Cette saison n'adapte pas seulement Le Tour d'écrou, mais aussi deux autres récits d'Henry James. Le Coin Plaisant et le roman de certains vieux habits. Ce qui est vraiment une bonne idée pour étoffer le récit,
car les trois œuvres se complètent parfaitement. J'avais vu avant Bly Manor 2 adaptations du Tour d'écrou, une très fidèle et une note beaucoup moins, respectivement Les Innocents et Les Autres. Et bien sûr, je vous conseille les deux, surtout si vous avez aimé The Haunting of Bly Manor. Le film Les Innocents est d'ailleurs disponible sur YouTube. Mais enfin, tout ça pour vous dire, je m'attendais à tout niveau adaptation pour cette série. Et j'ai pas été déçu. Car bien que les grandes lignes sont respectées, lieux, personnages, histoire, il y a quand même de très gros changements, notamment dû au fait qu'il adapte aussi 2 autres œuvres. Mais les changements, quand on fait une adaptation, c'est nécessaire, et là je trouve que c'est vraiment bien fait. Comme changement notable, il y a les flashbacks. Peut-être un peu dur à comprendre au début, mais une fois qu'on arrive à comprendre, ça ajoute beaucoup de profondeur au personnage. Ce qui enlève, certes, pas mal de mystère à l'histoire. Mais on peut pas tout avoir. Par exemple, tout ce qui se passe dans la série au XVIIe siècle est absent de la version originale du Tour d'écrou. Parce qu'en fait, ça vient de l'autre œuvre d'Henry James, le roman de Certains vieux habits. Et pourtant, on dirait que ça a toujours été lié à Bly. Et rien que pour ça, chapeau. D'ailleurs, petite anecdote, les rôles de Perdita et de Viola sont inversés dans la nouvelle. Et puis toujours, le travail sur la couleur. C'est en noir et blanc durant le XVIIe siècle, et plus le flashback se rapproche de notre époque, plus les couleurs reviennent. D'ailleurs, même quand l'histoire est censée se passer de nos jours, quand ils sont à Bly, tout est au style XVIIe siècle. Ça donne vraiment l'impression que le manoir est bloqué dans le temps, ce qui va par la suite s'expliquer avec le flashback de Viola. Deuxième petite anecdote, la boîte à musique utilisée dans The Haunting of Bly Manor est la même utilisée dans le film Les Innocents. A noter que même si les 3 écrits d'Henry James font partie du genre fantastique, ce n'est pas le cas de la série. Et oui, dans Bly Manor, le doute n'est pas permis. Le surnaturel existe bel et bien. Et pourtant, il s'en est fallu de peu. Il suffisait juste qu'à la fin, il ne soit jamais confirmé que les personnages du mariage soient en fait nos héros. Si il laissait juste le doute à cet endroit-là, on était en plein dans le fantastique. C'est donc un choix délibéré de l'auteur. Bouh, c'est nul! Non, au lieu de gueuler pour rien, réfléchissons à pourquoi un tel changement. Eh bien, il est fort probable que ce soit parce que, comme dit à la fin de la série, ce n'est pas une histoire de fantôme, mais une histoire d'amour. Et s'il y avait eu le doute de est-ce que ça a vraiment existé ou est-ce que c'est juste une histoire racontée au mariage, elle n'aurait pas du tout eu le même poids. Là, ça s'est vraiment passé. Dans la série toujours. Mais ça s'est vraiment passé. Bly a vraiment vu tous ses amours naître et s'éteindre en son sein. D'abord Viola et Perdita, ensuite Arthur et Viola, Viola et sa fille, Perdita et Arthur, les parents de Miles et Flora, l'oncle Henry et la mère des enfants, Mrs. Gross et Owen, Peter Quint et Miss Jessel, et enfin, Jamie et Danny. Tout ça c'est réel, tout ça s'est passé dans le lore de la série. Et il ne peut y avoir aucun doute là-dessus. Et c'est là tout le message de la série. Une histoire d'amour sera forcément accompagnée de son lot d'histoires de fantômes. Et inversement. Et c'est pour ça que cette série est géniale. The Haunting of Bly Manor est ni une histoire d'amour, ni une histoire de fantômes, c'est les deux à la fois, parce que c'est la même chose. Merci de m'avoir écouté. Bon, ok, là j'y vais. Attends! Ok, c'est parti. Allume la lumière! Bah non, ça va pas marcher. En fait, ça a marché. Ah, bah tu vois. Hey, salut! Qu'est-ce que tu fais là? Oh! Attends, quoi? Comment ça, quoi? Bah qu'est-ce que tu fais là? Bah j'essaye de réparer le truc qui modifie la PS5 pour qu'on puisse voyager. Ah, mais c'est pour ça que les plombs ont sauté. Mais alors pourquoi pas dans cette pièce? Ah non, ça c'est normal, elle est conçue pour résister à ce genre de problème. Mais alors dans ce cas, pourquoi la lumière était éteinte? Ah bah juste, il y a des composants qui brillent dans le noir, donc c'est plus simple pour les trouver. Ah, mais fallait le dire, excuse-nous.